Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler histoire, conquête et royaume. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Bon, on l'a déjà vu plein de fois, l'Égypte n'a pas toujours été sous gouvernance purement égyptienne. Un coup sous le joug des Libyens, un coup sous les Syriens, les Koushites, les Hittites, bref. Tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord veut sa part. Autour des années moins 300, c'est la Perse qui domine l'Égypte depuis déjà un certain temps. Et l'empereur, Darius III, n'a de sympathique que le prénom et tyrannise le peuple égyptien. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, mais les historiens de l'époque, pas ma faute. Bref, passons un petit peu à notre ami Alexandre. Premièrement, notre guerrier grec, il est pas grec. Il est bien macédonien, et ça n'a rien à voir avec la salade. Il vient de conquérir une bonne partie du Moyen-Orient, et dans l'actuel Moyen-Orient, il a déjà construit plus de 10 Alexandries, un petit peu partout, voilà. Donc on est à peu près en moins 328 ou en moins 330, personne n'est vraiment d'accord. Et Alexandre, qui n'aime pas trop Darius, décide de lui piquer de plus en plus de territoire pour l'affaiblir. Bah ouais, chacun sa technique. Lui, il prend ses petites parts comme ça. Et au fur et à mesure, forcément, le royaume de Darius, il rétrécit, et Alexandre le Grand prend du pouvoir. Bref. Grâce à des précieux otages de ses dernières conquêtes, Alexandre a les moins libres pour pouvoir poursuivre ses conquêtes. Cependant, comme il sait que Darius III, il a pas mal de troupes derrière lui, Alexandre choisit plutôt de s'emparer de l'Égypte pour augmenter ses ressources militaires et financières. Et oui, il est pas con. Cependant, sur le chemin de l'Égypte, il est confronté à la résistance de la cité portuaire de Tyr, qui refuse de lui ouvrir les portes. Bah oui. Alexandre, du coup, il assiège la ville pendant 8 mois, rien que ça, sans succès. Les murs de la garnison qui protègent la ville semblent ne pas vouloir céder. Voilà, c'est dommage. Cependant, une attaque conjointe par terre et par mer, à raison de défense de la ville, de 8000 défenseurs tyriens qui sont tués, voilà. C'est dommage. Après la prise de Tyr, pour montrer ce qui coûte de s'opposer à lui, Alexandre est sans pitié. 2000 jeunes hommes tyriens sont crucifiés. Et ouais, même à l'époque, on crucifiait déjà, c'est pas cool, mais visiblement ça marche, puisque l'intégralité des survivants au siège, c'est-à-dire 30 000 hommes, femmes et enfants, sont réduits en esclavage et globalement, finalement, tout le monde est d'accord pour qu'Alexandre prenne le pouvoir. Personne n'a trop envie de finir en esclavage ou de se faire crucifier, donc on se dit oui, ok, pas de problème. Alors, arrivé en Égypte, Alexandre est accueilli comme un libérateur. Visiblement, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé à Tyr juste avant. Bref. Il est remercié d'avoir libéré l'Égypte du joug de la Perse, qui l'oppressait depuis 200 ans. À Memphis, Alexandre est proclamé pharaon. Et oui, c'est une nouvelle dynastie qui s'ouvre, mais en fait ça va pas durer longtemps parce qu'il est pharaon, mais il va pas faire grand-chose. Dans l'oasis du Siwa, Alexandre rencontre un oracle du dieu gréco-égyptien Amon-Zeus, un dieu représentant à la fois le dieu égyptien Amon-Ra et le dieu grec Zeus. Ils se sont pas foulés dans la mythologie. L'oracle apprend à Alexandre que son père n'est pas Philippe II de Macédoine, mais bien Amon-Zeus lui-même. Waouh! Et après cette révélation, beaucoup de personnes commencent à penser que les victoires d'Alexandre sont dues au fait que c'est un dieu. Ouais. Et le truc, c'est qu'Alexandre, lui aussi, il pense qu'il est un dieu. Le melon ne va pas s'arrêter de grandir ici, mais on va s'arrêter là pour l'histoire. Alors du coup, pour Alexandre, cette révélation confirme que son destin est de régner sur le monde entier. Ouais, c'est son objectif. Alors, comme il connaît pas l'Amérique, il va pas réussir. Bref, en 330 avant notre ère, Alexandre II de Macédoine met en place les fondations de la plus célèbre des cités antiques, Alexandrie d'Égypte, ce qui doit être approximativement la 20e Alexandrie au monde, mais une des seules qui sont restées, tout simplement. Puis il s'en va. Voilà, il faut bien continuer à conquérir les terres de Darius, alors il se dirige vers la Perse. Mais il ne part pas comme ça, non. Derrière lui, il laisse un commandant de confiance, un général qu'il apprécie beaucoup et qui s'appelle Ptolémée. Et Ptolémée, au début, il n'est que gouverneur. Mais à la mort d'Alexandre, il est nommé pharaon et crée sa propre dynastie,
Les hommes se nomment presque tous Ptolémée, parce que on va tous faire comme papa, on va s'appeler Ptolémée. Ou Alexandre. Voilà, coup-ci, coup-ça. Et les femmes, elles s'appellent ou Cléopâtre, parce que la sœur d'Alexandre s'appelait Cléopâtre, et oui. Ou alors elles s'appellent Arsinoé ou Bérénice. Globalement, si on cherche dans cette dynastie, ils s'appellent tous pareil, donc c'est très difficile de savoir où on se place exactement. Et Ptolémée, c'est qui ? C'est l'ancêtre de Cléopâtre. Ils ont 300 ans d'écart, mais ils sont bien de la même famille. Cette dynastie est connue sous le nom des Lagides et va disparaître avec l'arrivée de Jules César en Égypte et la destruction de cette dernière qui sera sous le joug romain cette fois. Bien cachés sous le sable d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.